Nous sommes le 19 novembre 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le LUCOM adresse une lettre au secrétaire général de la CIRGL pour demander des enquêtes indépendantes sur le trafic illégal des minéraux dans la région des Grands Lacs. Et la SS Torture a déposé ce 18 novembre 2020 une plainte concernant les violations des droits de l'homme auprès du Comité des Nations Unies contre la torture. Hors de nos frontières, en Ouganda, la violence émaille la campagne électorale. 7 personnes ont été tuées lors des échauffourées entre les forces de l'ordre et la population en colère après l'arrestation du candidat de l'opposition Bobi Wine. Voici pour le sommaire, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal à page économie. Pour commencer, l'exploitation et le trafic illégal des minéraux des pays des Grands Lacs est l'une des facteurs qui créent la pauvreté et l'insécurité dans la sous-région. C'est ce qui ressort d'une correspondance que l'Observatoire pour lutter contre la corruption et la malversation économique, OLUCOM, a adressé au secrétaire exécutif de la CIRGL ce mercredi. Gabriel Rufsiri, président de l'OLUCOM, dans cette correspondance demande à la CIRGL de mettre en place une commission qui va faire des enquêtes sur ce trafic illégal des minéraux afin de rétablir la stabilité dans la sous-région. Suivez. L'OLUCOM a adressé une correspondance au secrétaire exécutif de la conférence internationale de la région des Grands Lacs dans un seul but dont lui demander avec bien évidemment les pays avec qui il travaille, de mettre en place une commission d'enquête qui va enquêter sur le trafic illégal des minéraux dans la sous-région. Il faut savoir que aussi cette correspondance que nous lui avons adressée a été adressée à plusieurs chefs d'État de la région, à commencer par le président en exercice de la CIRGL, le président Nguesso du Congo-Brazzaville, mais aussi avec les pays de l'East African Community, aussi avec les Sénats des pays concernés par ce trafic, aussi la Chambre législative de REAC, donc EYARA en sigle, pour qu'à retour puisse constituer une commission qui va mener des enquêtes parce que, comme vous le savez, ce trafic des minéraux vient de passer plusieurs années. L'OLUCOM a travaillé beaucoup sur cette question. Je dois vous dire même que nous avons constitué une organisation sous-régionale qui a été commencée à être dirigée par l'OLUCOM. C'est une organisation qui regroupe les pays de la sous-région, le Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Nous avons fait beaucoup de travaux, nous avons fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de réunions de sensibilisation, mais apparemment, au lieu que le trafic des minéraux diminue, nous voyons que ça continue malheureusement. C'est la raison pour laquelle nous continuons toujours à faire un plaidoyer de tel point que on puisse arriver quand même aux résultats palpables. Gateway Export, une société de transport aérien d'origine congolaise, est accusée d'usage de faux papiers par l'autorité de l'aviation civile du Burundi. Dans une note signée par le directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, Emmanuel Habimana, se serait procuré d'un faux certificat de transport aérien et d'une immatriculation d'un avion en violation de toute procédure en la matière. Notre confrère Thierry Biguindavi a analysé à fond ce document. Il répond aux questions de Bertrand Gendakoulio.
Thierry Bignindavi, tu as lu la note du directeur général de l'autorité de l'aviation civile au Burundi et qui s'en prend justement à la compagnie Gateway Export. Parle-nous du contenu de cette note. De quoi accuse-t-on cette compagnie? Oui, Bertrand, dans cette note, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Burundi ne relate que les faits. D'abord, il reconnaît qu'une société de transport aérien d'origine congolaise, du nom de Gateway Export, a contacté le ministre ayant le transport dans ses attributions pour demander l'ouverture d'une société de transport aérien de droit burundais Gateway Export. En réponse à cette lettre, le ministre des Transports a demandé à cette société Gateway Export de contacter l'autorité de l'aviation civile du Burundi pour les modalités pratiques de la mise en place d'une telle société. Et le directeur général de l'autorité de l'aviation civile au Burundi reconnaît qu'une personne représentant la société Gateway Export a demandé une audience pour solliciter l'autorisation d'ouvrir une compagnie de transport aérien au Burundi. Et on lui a expliqué, il reconnaît qu'on lui a expliqué que sa requête ne relève pas de la compétence de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, qui est par ailleurs une institution technique d'exécution, et que sa requête relève des plus hautes autorités de l'État. Cette note révèle aussi qu'à la surprise générale de l'autorité civile de l'aviation civile du Burundi, la société Gateway Export a demandé l'autorisation de survol et d'atterrissage d'un avion à Kigali, un avion de type Antonov 72-100 immatriculé au Burundi sous les marques de nationalité NEFI BBU. L'autorité de l'aviation civile du Rwanda a vite demandé à l'autorité de l'aviation civile du Burundi de confirmer cette immatriculation en envoyant un certificat d'immatriculation. Et ce qu'a rejeté, ce que le côté du Burundi, ils n'ont pas fait. Selon l'autorité d'aviation civile du Burundi, et la société Gateway Export a donné l'immatriculation le 14 mai 2020 dans la dite avion par faux et usage de faux. Et tantôt, vous avez parlé d'une personne qui a contacté, qui s'est adressée justement à l'autorité de l'aviation civile au Burundi au nom de cette association, plutôt compagnie Gateway Export. Cette personne a été au moins identifiée. Effectivement, Bertrand, c'est là où réside une certaine confusion. Dans cette note, on dit que c'était une personne dont on n'a pas retenu l'identité, dont on ignore l'identité. Mais d'aucuns s'interrogent comment peut-on ne pas se souvenir d'une personnalité de ce rang qui est capable d'aller demander une audience auprès de l'autorité de l'aviation civile du Burundi pour solliciter une autorisation d'installer au Burundi une compagnie d'exploitation aérienne. Une telle personnalité, ce n'est pas un simple garçon de course qui peut passer inaperçu. Et aussi, par ailleurs, dernièrement, il y a une procuration notariée même qui a circulé sur les réseaux sociaux via les plateformes WhatsApp et d'autres, où des Congolais responsables de la société Gateway Export avaient donné l'autorisation à un Burundais, un certain Herman Daïsaba, de représenter la société Gateway Export auprès des autorités burundaises étatiques jusqu'à l'obtention d'une licence d'exploitation aérienne. Et
cette personne, Herman Daïsaba, et pour le moment, dernièrement, il a été emprisonné. Est-ce qu'il est emprisonné pour cette affaire? Est-ce une simple coïncidence? Peut-être qu'on le saura bientôt. Ah oui, Thierry, nous voyons dans cette note que l'autorité de l'aviation civile se plaint d'un usage de faux. Quelles sont les actions qu'elle préconise? Elle compte d'abord passer par le canal diplomatique, c'est-à-dire l'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi et la police Interpol pour d'abord identifier et interpeller les responsables de la société Gateway Export. Et aussi, elle est en train de demander l'autorisation aux plus hautes autorités de l'État pour saisir l'autorité de l'aviation civile internationale pour mener des actions appropriées, c'est-à-dire la plainte du Burundi contre l'État de la République démocratique du Congo, pays du siège de la société Gateway Export. Thierry Biguindavi, je vous remercie pour cet éclaircissement. C'est moi qui vous remercie. Cette analyse était de Thierry Wigilindavi, un journaliste de la télévision Renaissance. Page droit de l'homme pour poursuivre ce journal. La SOS Torture Burundi, en collaboration avec le groupe d'intervention judiciaire SOS Torture Afrique, assisté par l'Organisation mondiale contre la torture, ont déposé ce 18 novembre une plainte contre le Burundi auprès du Comité des Nations Unies contre la torture. Cette plainte vise des actes de torture perpétrés par les forces de sécurité contre un citoyen ayant participé aux manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Armel Nyongere, secrétaire général de la campagne SOS Torture Burundi, espère obtenir réparation pour cette victime et mettre en terme une dynamique d'impunité qui dure depuis 5 ans. Suivez Armel Nyongere. Et au fait, aujourd'hui, on a déposé une plainte devant le comité contre la torture des Nations Unies dans un cas d'un Burundais qui a subi la torture en 2015. Donc, comme il n'a pas eu justice au Burundi, les juridictions nationales et les juridictions nationales burundaises n'ont pas pu poursuivre les auteurs de ce crime. Donc, nous avons été obligés de saisir un mécanisme onusien qui lutte contre la torture à Genève. Nous avons demandé la réparation et nous avons demandé à ce que le comité contre la torture puisse condamner l'État du Burundi pour indemniser la victime. Et nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de dossiers et nous avons démontré à ce mécanisme que les juridictions nationales burundaises sont incompétentes ou n'ont pas de volonté à poursuivre les crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis au Burundi depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Nous attendons une suite favorable parce qu'on a bien fait le dossier, nous avons suffisamment de preuves et il y a aussi des témoins, donc nous pensons qu'il y aura gain de cause. Et on a privilégié un cas qui a beaucoup d'éléments et un cas sensible, où même on a pu identifier les auteurs, les présumés auteurs. Et autre chose, c'est que le Burundi s'est retiré du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc on ne pouvait pas amener ce dossier devant la CPI. Raison pour laquelle on a choisi de saisir le mécanisme onusien qui est le CAT, qui est le Comité contre la torture. Il y a d'autres dossiers qu'on va envoyer sur le plan africain. Et au niveau des mécanismes africains, entre autres la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, mais aujourd'hui nous avons envoyé ce dossier devant le CAT parce qu'on a jugé bon que ce dossier contient beaucoup d'éléments qui relèvent de la compétence du Comité contre la torture. Le ministre de l'Intérieur a récemment écrit une lettre au gouverneur des différentes provinces du Burundi, leur annonçant des postes vacants au sein de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi. Une lettre qui étonne Marie-Louise Badichako, ancien cadre international des Nations Unies. Elle estime que ce ministère n'est pas habilité car chaque organisation internationale, y compris l'OMS, a une organisation interne de recrutement. Suivez ses explications. La correspondance
émanant du ministère de l'Intérieur qui a été adressé aux responsables de l'administration au sujet de 12 postes vacants au niveau de l'Organisation mondiale de la santé est une correspondance qui étonne plus d'un. C'est une correspondance qui émane normalement d'un ministère qui n'a pas la charge de traiter les questions de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé est une institution des Nations unies, c'est une organisation internationale. Si elle est basée au Burundi, elle va communiquer normalement avec le ministère de la Santé, avec le ministère des Relations extérieures. C'est comme ça que cela se passe, que ce soit pour l'OMS elle-même ou pour d'autres organisations internationales basées dans les pays. C'est donc étonnant que ce soit le ministère de l'Intérieur qui partage cette information. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en fait que le ministère serait peut-être en train de faire croire à la population qu'ils sont en train de leur trouver du travail. C'est une désinformation pour ceux qui ne le comprennent pas, pour ceux qui ne le savent pas, parce que le recrutement ne se passe pas comme ça. La publication de postes au niveau de l'OMS ou de toute autre organisation, on sait comment cela se passe, on sait où cela est publié, c'est soit dans des journaux bien connus ou alors sur les sites de ces organisations, et tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, ils savent où aller s'ils cherchent du travail au PNUD ou à l'ONU ou à l'Union africaine ou à l'OMS ou à l'UNICEF, ils savent sur quel site aller et ils savent dans quels journaux aller pour voir les publications de postes. C'est donc une question que personne ne peut comprendre. Personne ne comprend pourquoi ça passe par ce canal qui n'est pas le canal normal. Poursuivons ce journal sur cette brève. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 395 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikadi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozendi et Egide Harerimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, au moins 7 personnes ont été tuées à partir de mercredi à Kampala dans des heurts violent entre forces de sécurité et manifestants. Cette colère a été déclenchée par l'arrestation du candidat à la présidentielle de janvier 2021, Bobi Wine, selon les sources policières. Les précisions avec Bertrand Kendakoli. Les forces de l'ordre ont affronté mercredi pendant plusieurs heures à Kampala de jeunes manifestants fous de colère après avoir appris la nouvelle arrestation de leur champion qui sera le principal adversaire du président sortant Yoweri Museveni lors de l'élection du 14 janvier. Le député de l'opposition et star de la chanson de 38 ans, Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, a été arrêté pour avoir, selon la police, violé les mesures de lutte contre le coronavirus lors de ces rassemblements. Dans un communiqué publié avant la détention de Bobi Wine mercredi, la police avait averti que les candidats à la présidentielle seraient arrêtés s'ils ne respectaient pas les directives limitant la participation au rassemblement à 200 personnes pendant la pandémie du Covid-19. Jusqu'à ce mercredi soir, la police ougandaise avait déjà dénombré 7 morts et 47 blessés. Des confrontations similaires ont éclaté dans d'autres centres urbains du pays tels que Jinja, Masaka, Mukono et Mityana. Depuis qu'il a exprimé son intention de se présenter aux élections contre le président de longue date Yoweri Museveni, Bobi Wine a été arrêté à plusieurs reprises. Il a gagné un large public, en particulier parmi les jeunes Ougandais. Yoweri Kaguta Museveni, qui a fait modifier la constitution à 2 reprises pour lui permettre de se présenter une 6e fois en 2021, cherche un autre mandat de 5 ans à travers le scrutin de janvier. Merci beaucoup Bertrand Gendakuriyo. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.